Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion. Qu'est-ce qu'Oser la reconversion ? C'est le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelque stade qu'elles en soient. Avant de vous laisser avec Marie, l'invitée du jour, une grande leçon de vie, vous allez voir, quelques mots sur la formation que je viens de lancer pour créer sa boutique en ligne. Beaucoup d'entre vous m'ont partagé leur souhait de se reconvertir et de lancer leur business. Vous faites des bijoux, cousez, aimez chiner en friperie et toutes vos copines souhaitent commander vos créations. Cette formation est pour vous. J'ai envie de vous aider à construire une nouvelle vie et vous guide dans cette formation de A à Z pour créer votre e-shop. Je vous explique tout, techniquement, en créant en même temps que vous un e-shop et je vous partage mes conseils pour réaliser vos premières ventes. Toutes mes astuces qui ont fonctionné pour ma marque Claire Virose London. Cette formation est 100% débutante, même si vous êtes nul en informatique, vous allez pouvoir créer votre site en une après-midi seulement. Si vous souhaitez vous lancer et oser avec moi, je vous donne rendez-vous sur www.clairevirose.podia.com. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. La formation est satisfaite ou remboursée, alors aucun risque à part celui de réussir. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Marie, qui a créé une agence événementielle où elle organise notamment des vide dressing et est community manager. Vous la connaissez sûrement pour son compte Instagram Bonjour Marie, où elle totalise plus de 17 000 abonnés et partage son quotidien de jeune maman. Élevée par des parents qui l'ont eu très jeune, Marie n'a pas eu le bac et est devenue vendeuse dans le prêt-à-porter à seulement 15 ans. Poussée par sa belle famille à reprendre ses études, elle devient agent immobilier à 25 ans, 10 ans plus tard. Après son déménagement à Lyon, elle se sent un peu seule et crée les Filles de Lyon et organise des cafés avec ses followers pour se faire des amis. Ces événements sont plébiscités et elle décide de les professionnaliser et de monétiser sa passion. Après la naissance de son fils, elle démissionne et décide de faire grandir son entreprise pour rendre fier son fils. Alors avec Marie, on a évoqué la difficulté de faire face au jugement quand on n'a pas le bac, ses conseils pour faire grandir son compte Instagram, comment monétiser sa passion, et ses conseils d'organisation pour développer son entreprise tout en étant une jeune maman. Elle nous montre l'importance de se lancer, à quel point les études ne sont pas un prérequis et qu'on apprend le long du chemin. Une belle leçon de vie. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Marie. Bonjour Marie, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de te recevoir. Bonjour Claire, merci de me recevoir chez toi. Donc, je te suivais depuis longtemps sur Instagram, donc je suis ravie à titre personnel d'en savoir un peu plus. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Alors aujourd'hui, j'ai 2 métiers. Je suis maman à plein temps et auto-entrepreneur dans le secteur de la communication. Et alors, est-ce que tu peux nous dire quel était ton premier métier et nous parler un peu de ton parcours qui t'a mené à ton premier métier ? Alors moi, j'ai un parcours un petit peu particulier. Les bancs de l'école n'étaient pas ma grande passion toute jeune, donc je n'ai jamais passé mon bac. Je suis de suite allée travailler, tout simplement. Donc le premier métier qui m'est venu à l'idée a été le secteur de la vente, par simplicité, car il nécessitait pas de grandes études. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans dans le secteur du prêt-à-porter haut de gamme pour femmes, avec des marques telles que Isabelle Marant, Jérôme Dreyfus, etc. Donc chez des multimarques en fait. Je me suis rendu compte une dizaine d'années après, si tu veux, qu'il n'y avait pas d'évolution possible, ni en termes de salaire, ni en termes d'évolution tout simplement de poste, puisqu'il fallait avoir son magasin. Donc là, t'avais quel âge ? T'as fait ça de quel âge à quel âge ? On va dire que de 15 à 24 ans, je crois. Ouais, ah oui, très jeune. Ouais, très jeune. En fait, j'ai passé un BEP vente, si tu veux, et de là ont commencé mes premières expériences dans le domaine de la vente. Et voilà, là, j'ai arrêté, si tu veux, à ce niveau-là, les études pour une reprise plus tard, mais j'y reviendrai un petit peu après. Voilà, donc jusqu'à peu près 24 ans. Et ça t'est venu comment tes parents faisaient quoi comme métier ? Comment ça t'est venu finalement ce métier de vendeuse ? Parce que tu as fait ça quand même 10 ans, donc c'est assez long. Alors, ça m'a pris par simplicité. En fait, si tu veux, je savais pas trop vers quoi aller. Et je trouvais que le métier de la vente était un métier intéressant, polyvalent, et surtout j'aimais le relationnel avec les gens. Mais je dirais que je suis vraiment allée à tout grand hasard pour le côté relationnel uniquement. Et donc après, donc t'as fait ça 10 ans, donc là tu te dis finalement ça me plaît plus. Bon, 10 ans c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Ouais. Alors, en fait, quel a été le déclic ? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier ? Alors, le déclic est que quand j'ai rencontré mon conjoint avec qui je suis aujourd'hui, ses parents étaient assez portés sur les études. J'ai eu comme un petit sentiment de honte, en fait, de m'être arrêtée si tôt et de pas être allée au bout de ce que j'aurais pu faire à l'époque. Et la maman de mon conjoint m'a dit, écoute, c'est beaucoup trop dommage que tu en restes là. Il faut que tu reprennes tes études, c'est important. Il n'y a pas d'âge pour reprendre ses études. Donc, en fait, je me suis dirigée vers un BTS profession immobilière
pour garder, si tu veux, le côté relationnel que j'aimais en magasin, mais pour avoir une perspective d'évolution, je dirais, un petit peu plus intéressante, tant sur le salaire que sur le métier en lui-même, puis pour voir autre chose. Donc, j'ai repris un BTS profession immobilière en alternance, donc à 24-25 ans. J'ai travaillé dans une agence immobilière pendant 2 ans dans le secteur de la location. Et suite à cela, on a déménagé à Lyon avec mon conjoint pour son travail. Et donc là, tu es agent immobilier. Donc, tu as eu l'impression de reprendre tes études par pression? Enfin, comment tu l'as vécu Alors, je dirais qu'il y avait une certaine pression quand même sociale à l'époque où t'avais pas ton bac, t'avais pas réussi ta vie. Enfin, et moi j'avais un peu honte à l'époque, selon les gens avec qui je parlais, je savais pas trop comment le dire, que bah non, j'avais pas passé mon bac et je l'ai toujours pas passé aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Il y avait une certaine pression à ce niveau-là de, en gros, t'as pas ton bac, tu ne peux pas réussir dans la vie. Bon. Ma belle-mère m'a beaucoup aidée. En cette période, j'avais un peu des problèmes familiaux, enfin des petits soucis familiaux. J'étais un petit peu seule, j'avais besoin de quelqu'un m'aide à prendre des décisions. Donc non, par contre, pendant le BTS, si tu veux, je me suis pas sentie en pression. J'étais contente d'apprendre et de me diriger vers un autre métier. Non. Donc du coup, tu as eu l'impression de le faire, mais finalement, après, tu t'es dit que c'était une bonne idée. Très bonne idée, ouais. Surtout que je me suis éclatée, il y avait des matières super intéressantes, j'ai rencontré de chouettes personnes durant ces 2 ans, et l'alternance, c'est un bon système, je trouve, pour à la fois allier la théorie et la pratique, donc non, ça a été une très bonne expérience. Oui, parce que toi, j'avais vu sur Instagram, du coup, t'as des parents qui sont très jeunes, enfin, qui t'ont eu très jeune. Ouais. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas fait trop d'études ou... En fait, si tu veux, j'ai une enfance un petit peu particulière où j'ai vécu beaucoup de temps avec mes grands-parents, puisque mes parents aujourd'hui ont 45 ans et moi j'en ai 29. Donc en fait, ils m'ont eu à 14 ans et 15 ans. Donc on va dire que j'ai eu une enfance un petit peu désordonnée où, tu sais, un peu la rébellion hein, quand on est gamin, de vouloir faire ce qu'on a envie. Et puis je pense que, voilà, vu que mon enfance n'était pas une enfance dite classique, j'ai pas eu un parcours classique scolaire non plus. Donc oui, mes parents sont très jeunes, oui. Et ils font quoi comme métier, tes parents? Alors, ma maman est préparatrice en pharmacie et mon papa est dans un coach sportif. Voilà, donc rien à voir, tu vois, dans ce que je fais aussi aujourd'hui. Et tu penses que ça a influencé sur tout mon caractère, d'avoir des parents si jeunes? Tu penses que qu'est-ce que ça t'a apporté dans les deux sens en fait? Alors, ça m'a apporté, avec du recul aujourd'hui, de me débrouiller seule. Et de faire comme je l'entends, puisque peut-être que je peux le prendre dans le bon sens. Moi, j'ai pas eu à l'époque la pression d'un parent qui va te dire fais telle étude, sinon ça va pas. Moi, en fait, j'étais un petit peu, on va dire, livrée à moi-même, donc j'ai pu faire ce que j'avais envie. Je ne regrette absolument pas mon parcours, puisque toute expérience est bonne à prendre. Le secteur de la vente pendant 10 ans m'a permis de faire des choses superbe dans le domaine de la mode, puisqu'à l'époque, j'avais un blog il y a 10-12 ans de cela, donc ça m'a permis de faire des événements sur Paris, de rencontrer des gens. Donc non, je regrette absolument pas et je pars du principe que toute expérience est bonne à prendre. Donc il y a pas de souci là-dessus. Ouais, c'est super intéressant comme témoignage parce que des précédents invités, il y a beaucoup la pression des parents qui est revenue, oui. Comme quoi en fait le premier métier n'était pas choisi. Donc c'est intéressant d'avoir un témoignage justement différent où finalement, même sans cette pression, le premier métier n'est pas le bon parce qu'en fait, c'est difficile aussi Donc finalement, ça dédramatise un peu. Bon, c'est plus facile d'accuser les parents, de se dire on s'est planté. Tu vois ce que je veux dire. Mais non, oui, parce que t'en parles rarement sur Instagram, mais j'avais vu passer ça, donc je trouvais intéressant d'en discuter avec toi pour avoir ton ressenti parce que au-delà du cliché de tout ce qu'on peut voir, c'est sympa d'avoir le ressenti de quelqu'un qui le vit. Donc du coup, tu as cette pression des études et donc tu fais agent immobilier. Donc agent immobilier pour avoir le côté relationnel. Ouais. Et comment tu te sens alors quand tu fais agent immobilier? Super épanouie puisque je retrouve tous les bons côtés du métier de la vente que j'aimais, donc le contact avec les clients, qui sont des clients différents évidemment, mais le contact clientèle quand même. Super épanouie, jusqu'avant ma grossesse, génial, tout se passe bien, je suis contente, j'exerce différents métiers, donc j'exerce un métier dans la location, donc agent immobilier en location, un métier de comptable, puis de responsable comptable, donc je m'éclate. J'arrive à un palier de salaire qui me convient, j'arrive à des horaires qui sont plutôt sympathiques, donc tout si tu veux tout allait bien jusqu'à la grossesse. Et après, voilà, la suite on y viendra après.
Et avant de parler de ta grossesse, est-ce que tu peux nous parler donc de ton premier blog et de ton compte Instagram quand est-ce que tu l'as créé, voilà, nous en dire un peu plus sur tout ça. Alors, il y a une 10-12 d'années, j'étais à l'époque des skyblogs et tout ça. Donc, j'ai effacé depuis, mais Ça nous rajeunit pas, ouais. voilà, ça nous rajeunit pas. Après, je m'en suis lassée, donc j'ai naturellement arrêté, puis j'avais plus trop le temps de m'en occuper. Et là, mon Instagram, ça fait 4 ans que je l'ai refait, il me semble. Aujourd'hui, ma communauté, elle est plus axée sur la maternité quand même, maman, jeune maman, future maman. J'essaie de garder un peu un côté look mode de temps en temps, en montrant qu'on peut toujours rester féminine en étant maman et pendant la grossesse. Ce n'est pas mon activité principale aujourd'hui et ça ne le sera pas à l'avenir. C'est une de mes activités, mais je ne souhaite pas à ce que ça devienne une activité principale. C'est plus un plaisir au départ. Voilà. Et donc aujourd'hui, tu as 17 000 abonnés. Oui. Est-ce que tu peux donner des conseils aux auditeurs pour faire grandir son compte? Alors, je dirais que pour faire grandir son compte, il faut être le plus sincère possible avec les personnes qui nous suivent. Je dirais sans filtre, parce qu'en fait, il y a déjà assez de filtres sur les retouches photos. Essayer d'être le plus naturel possible. Moi, j'essaie d'accepter des partenariats qui sont uniquement axés sur ce que je partage. Quand je vois que ça colle pas avec ma ligne éditoriale, je préfère, tant pis, ne pas accepter pour continuer de conseiller en toute honnêteté, en fait, les personnes qui nous suivent. J'ai pas de conseils particuliers, si ce n'est de pas se prendre la tête et déjà de partager par plaisir. Si on se met une pression dès le départ de dire je veux être sur Instagram pour avoir du monde derrière, c'est là où en général on n'y arrive pas. Je pense que toi aussi, quand tu as démarré ton compte au départ, tu t'es dit bah j'y vais et puis on verra quoi, non? Je sais pas. Oui, exactement. Ouais. Non, mais c'est vrai, moi c'est exactement comme toi. Je pense que ça a fonctionné parce que j'étais un peu la bonne copine Voilà. et puis je partageais aussi des looks travail et finalement ça n'existait pas trop parce que c'était tout de suite des trucs cuissardes, mini-jupe et moi je mettais mes looks pour aller au travail. Donc je pense que c'est ça qui a fonctionné. C'est la vraie vie quoi. La vraie vie, c'est ça, la vraie vie. Et après, toi, ton compte, j'ai l'impression qu'il a vraiment explosé à partir de ta maternité, en fait, parce que tu as augmenté très, très rapidement, Oui. là, ces derniers temps. Et d'ailleurs, tu t'as un petit peu changé de contenu, Oui. tu sais, un peu. Alors en fait, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que des personnes me suivaient depuis 2 ans déjà, donc mon parcours pour devenir maman, où j'en parlais plus sur mon blog, si tu veux, puisqu'avec mon conjoint, on a mis 2 ans pour avoir notre fils. Donc j'écrivais sans filtre en fait sur mon blog, parce que je trouvais important de pouvoir aider en fait les femmes qui traversaient des choses similaires. On tombe toujours sur des forums, mais c'est morbide, t'as l'impression que tu vas mourir de ce que tu lis. Donc je trouvais important de pouvoir aider des femmes qui traversaient des choses similaires. Et en fait, je pense que le fait d'y être arrivée, si tu veux, a fait croire en fait aux autres femmes que après l'orage vient le beau temps. Et c'est vrai que c'est la grossesse qui a fait que ma communauté a grandi et j'en suis ravie aujourd'hui parce que tous les jours je partage avec des mamans, futures mamans, un peu notre quotidien, galère et puis à la fois de joie aussi puisque priorité c'est de la joie. Oui, parce que tu en as beaucoup parlé, oui, enfin, moi, j'avais pas suivi à l'époque parce que je suivais pas trop ton blog, mais je m'étais pas trop rendu compte de ce parcours pour devenir maman. Tu sais, je suivais plutôt tes looks. Et puis après, quand t'es tombée enceinte, t'en as beaucoup parlé. Ouais. Et franchement, j'ai trouvé ça génial. J'ai pas forcément de projet de bébé actuellement, mais j'ai aimé ce partage parce que tu dis sincèrement, et c'est vrai que la difficulté pour être maman, les gens n'en parlent pas trop. Comme tu disais tout à l'heure, on dresse toujours un tableau parfait de quelque chose que l'on réussit, mais on parle jamais des différentes étapes pour y arriver. Aujourd'hui, on en parle très peu, mais énormément de femmes, énormément de couples rencontrent des difficultés. Et je trouve que c'est sympathique de dresser la réalité et pas des choses, comme je te disais tout à l'heure, morbides, comme sur des forums où tu vas lire, tu as l'impression que tu tomberas jamais enceinte, quoi. Donc moi, aujourd'hui, voilà, c'est plus axé sur la maternité, la maman, les looks. J'essaie d'en faire, mais je vois qu'en fait, les personnes qui me suivent aujourd'hui me suivent plus pour le côté maman. Ça y est, les looks, écoute, je me les partage pour moi et puis voilà. Oui, c'est un peu le danger, franchement, d'Instagram, je trouve, surtout actuellement, parce que ça devient de plus en plus difficile. Donc, les gens conseillent de trouver une niche, comme on appelle. Donc, pour expliquer aux auditeurs, c'est en fait sur Instagram, il y a tellement de personnes, il faut avoir un contenu un peu spécifique à soi pour que les gens nous suivent. Et donc, on est un peu poussé à essayer de trouver une niche comme ça. Et en fait, j'ai l'impression que du coup, quand on la trouve, en fait, on s'enferme et il y a des choses des fois qui peuvent manquer, je pense. Voilà. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de la naissance de les filles de Lyon, Oui. donc qui s'est passé un peu
pendant, en fait, avec ce succès d'Instagram, je pense. Enfin, nous en un petit peu plus. Alors en fait, donc comme je te disais, après mon BTS profession immobilière, on est arrivé à Lyon avec mon conjoint pour le travail. Donc pour lui, moi je venais de terminer mon BTS, et puis lui a eu une opportunité professionnelle à Lyon. Nous sommes partis sans avoir de famille ici. On est partis tous les deux. Voilà, donc on a quitté le sud vers Aix-en-Provence où nous habitions pour Lyon. Et en fait, quand tu arrives à moins de 30 ans, tu connais personne, bon, tu arrives à peine dans ton milieu de travail, mais tu n'as pas forcément envie de raconter ta vie, ou du moins il y a des sujets avec lesquels tu n'as pas envie de, voilà. Je me suis dit comment faire aujourd'hui pour rencontrer des femmes qui partagent des passions similaires, la mode, aller boire un café, aller boire un thé, l'apéro, etc. Et si tu veux, un jour, ça m'est venu au travail, j'ai dit allez, je crée une page Les Filles de Lyon et puis je partagerai les profils des Lyonnaises. Et en fait, de fil en aiguille, on va dire malgré moi, c'est créé cette communauté et aujourd'hui c'est devenu mon agence, si tu veux, à Lyon, où à l'époque, maintenant Covid oblige, bon ça c'est un petit peu entre parenthèses, j'organisais des événements type apéro, brunch, atelier pour les filles, mais aussi des événements pour les magasins lyonnais qui me disaient, écoute moi la thématique c'est mon anniversaire de boutique, je te laisse venir avec les filles de Lyon au magasin, partager un moment, voilà. Et aujourd'hui les filles de Lyon, c'est mon nom de boîte professionnelle, enfin voilà, c'est mon agence. Pour le moment, il n'y a plus d'événementiel à cause du Covid. Donc aujourd'hui, j'y exerce des prestations telles que le community management pour des professionnels. Ma créa de contenu, elle est, si tu veux, répertoriée sur les filles de Lyon. Et les événements type vide dressing que j'ai pu maintenir jusqu'en octobre, mais que j'ai préféré annuler là en novembre, vu la situation chez nous. Je ne sais pas où vous en êtes, mais nous, c'est quand même cata. Donc oui, tu aussi. Voilà, donc j'ai préféré annuler, même si la mairie de Lyon autorisait à exercer le vide dressing. Mais je me suis dit que c'était quand même plus safe pour le moment, arrêter. Et donc, au début, tu partages juste des profils de Lyonnaises. Comment tu les trouves? Comment tu les choisis? Eh bien, avec, par exemple, je partageais des personnes que je suivais, tu vois, sur Insta. Ouais, sur Insta, à titre perso, puis de fil en aiguille, quand tu vas jeter un œil sur un compte, puis un autre, tu te retrouves finalement avec plein de comptes. Et un jour, je me suis dit, tiens, propose un café. Et en fait, la première rencontre, j'avais proposé ce fameux café, on s'était retrouvés 40 nanas dans un café. Et là, je me suis dit, mais c'est un truc de dingue. Mais les filles sont venues à mon petit café, tu vois, je pensais pas. Et de là, c'est là qu'en fait, les événements sont devenus réguliers, des apéritifs. Donc là, je travaillais en lien avec des bars où on déterminait une formule pour que les filles puissent venir, une formule boisson, nourriture, voilà. Et puis, c'était des lieux d'échange et de rencontres. Donc au début, c'était pas du tout business, c'était toi qui avais envie de trouver de te faire des copines, en fait, une bande de copines. Et après, ça s'est un peu plus organisé puisque tu as vu qu'il y avait du monde. C'est ça. Comment t'es passé comment t'es passé au côté business, quoi? Comment tu passes de je propose un café à je crée des événements et j'arrive à le monétiser? Alors ça, c'est mon événement, moi, pardon. C'est mon conjoint qui m'a dit là, il faut que t'arrêtes. En fait, la première année, si tu veux, c'était limite, je perdais de l'argent. Enfin, en toute honnêteté. Ah ouais, limite, tu payais pour que les gens mangent et boivent et aiment ta soirée, quoi. Pas tant ça, c'est que limite, je payais, si tu veux, pour le côté festif, les cadeaux. En fait, j'aimais faire des soirées à thème, par exemple, une soirée de Noël. Donc, des créateurs venaient proposer des ateliers, il y avait des cadeaux au sapin, t'achetais de la déco. Donc, limite, si tu veux, à la fin de l'événement, j'avais plus dépensé que je me rentrais rien. Et au bout d'un an, quand on a vu, si tu veux, la portée qu'avaient les filles de Lyon sur la ville, mon conjoint m'a dit, écoute, là, tu tiens quelque chose. Par contre, t'arrêtes de le faire gratuitement. Parce que déjà, tu t'épuises. Tu vois, je faisais les allers-retours, je rentrais quand même tard le soir. Enfin, bon. Et de là, j'ai dit stop. Maintenant, ça sera business. Et c'est comme ça, hein, tout business, il faut arriver un jour, voilà. Donc du coup, avant le Covid, j'ai commencé à me rentrer de l'argent sur les événements. C'est-à-dire que je m'arrangeais avec le professionnel en face en disant, écoute, moi je m'occupe de l'organisation, ma prestation elle vaut tant, voilà. Et je ne dépensais plus comme je faisais l'année passée à finalement perdre de l'argent. Mais je pense alors, quand tu te dis, parce que je trouve que c'est super intéressant d'en parler parce que bon, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses comme ça gratuitement, voilà. Et souvent, c'est assez facile d'avoir une communauté et très difficile d'arriver à monétiser cette communauté. Donc, quand tu te dis concrètement, quand tu te dis bon, là, ça soit autour de la table, il faut le monétiser. Qu'est-ce que tu fais en premier? Comment tu t'organises? Alors, moi, j'ai toujours voulu garder le côté humain parce que parfois, l'argent, tu sais, ça monte un peu à la tête et ça enlève le côté humain des gens. Pour moi, le monétiser, c'était le professionnaliser. En fait, de la copine qui organise un événement, c'est passé à la copine organise un événement, mais la copine, c'est devenu une boîte.
C'est l'auto-entrepreneur Marie qui t'organise un événement. C'est fini, c'est plus la copine Marie qui t'invite à boire son café. Ça n'a pas du tout été mal pris par les filles. Elles ont compris et même elles ont vu, si tu veux, toute l'énergie que je mettais dans ce projet. Et elles ont compris. C'est même certaines filles avec qui je discutais hors des événements qui me disaient, écoute, il faut que tu monétises ça. Enfin, il y a l'humain, mais il faut avancer, quoi, si tu veux. Voilà. Ouais. Et donc, comment tu fais pour rien que concrètement savoir le prix de tes prestations? Parce que toi, tu fais ça. Comment tu fais pour te renseigner, fixer un prix? Alors, à Lyon, on est quand même bien. On a des formations. On a une personne qui fait des formations sur la partie événementielle, la partie CM, etc. Donc, en fait, je me suis formée tout simplement avec une formatrice en lui disant, écoute, j'aimerais savoir combien je vaux pour telle prestation, telle prestation, telle prestation. Donc, elle m'a aidé à fixer mes prix. Et après, la plupart des événements qui étaient mis en place sur fin 2019, début 2020, c'était des vide dressing. Donc en fait, là, j'ai regardé la concurrence, les prix qui étaient pratiqués, et je me suis adaptée en fonction de mon offre. Voilà. Et tu l'as trouvé comment, ta coach comment Alors en fait, c'est une personne, je peux donner son nom, il n'y a aucun souci. Ouais, donne son nom pour les Lyonnais, par exemple. Alors c'est donc Sophie Tran de Lyon Can Do It. Donc en fait, elle partage un annuaire de créateurs lyonnais sur sa page et elle propose des formations à la fois Pinterest, à la fois Instagram et puis à la fois pour monétiser en fait son projet. Donc voilà. Et alors, est-ce que tu as des conseils pour trouver des clients, donc par exemple pour trouver les professionnels qui font appel à toi pour leur boutique? Comment tu fais? Alors, j'ai eu, on va dire, de la chance puisque à chaque fois, ce sont les magasins qui m'ont démarché. Pourquoi? Puisqu'avant le Covid, on a eu les gilets jaunes en France. Toi, t'as pas été impacté du tout par cela. Et les magasins, si tu veux, étaient en grande difficulté, ceux du centre-ville, pour arriver à refaire venir du monde, puisque les gens avaient peur, en fait, de ce mouvement de foule de gilets jaunes, donc perdaient de la clientèle, mais c'était catastrophique. Donc, en fait, j'ai eu de la chance sur toute l'année 2019. Je n'ai pas eu à démarcher de clients. C'est les clients voyant, si tu veux, mes publications sur le compte Instagram qui me disaient est-ce que vous pouvez m'organiser quelque chose? Est-ce qu'on peut dynamiser le magasin ensemble? J'ai eu, dans le malheur des gilets jaunes, cette chance d'avoir été démarchée par les magasins. Est-ce que tu fais aussi des soirées un peu avec les influenceuses, du coup? Non. Donc, quand tu organises des événements dans les boutiques, c'est avec c'est tout le monde, en fait. Tout le monde est invité. Ta question, elle est très pertinente. En fait, j'ai pas voulu justement travailler avec d'influenceuses parce que je trouve que les influenceuses sont déjà invitées suffisamment en fait à des événements. Je le vois même moi à titre personnel via mon compte Instagram. Si je regardais toute la boîte mail, je pense que toi c'est pareil à Londres, t'es invité à beaucoup de choses, tu vois. Et je trouvais dommage, je pense toujours que des filles lambda, une fille classique qui a pas de compte Instagram avec forcément X nombre d'abonnés, elle mérite tout autant en fait de découvrir des choses et de découvrir un magasin, découvrir un concept. Et je trouvais ça intéressant. De justement ne pas faire profiter que les influenceuses. Et ça n'a pas été demandé par les boutiques? Non, justement, puisqu'elles se sont dit que la cliente lambda elle pouvait avoir un tout aussi joli portefeuille que parfois l'influenceuse, moi je le vois quand je vais à des événements, on nous offre beaucoup de choses. Ouais. À l'inverse d'une cliente lambda, quand elle vient à un événement, elle se dit pas on va m'offrir quelque chose, elle va automatiquement, tu vois, dépenser un petit peu. Et le but pour le magasin de ces soirées, le but premier était quand même aussi de réaliser un chiffre d'affaires, tu vois, pour eux. Donc on faisait souvent des ventes privées, ce genre de choses. Donc non, les magasins le prenaient pas mal. Alors il y avait des influenceuses dans le lot, des amis, des copines, mais c'était pas la majeure partie des personnes. Oui, tu en invitais quand même. Un petit peu, des connaissances, les copines, mais pas... Et après, je voulais te poser aussi la question, donc tu dis que tu t'es formée, toi tu as une super esthétique sur ton compte Instagram, donc je mettrai toutes les références, mais c'est vraiment quelque chose à toi est vraiment très très beau, très épuré. Sur ton blog, on retrouve aussi, et dans les filles de Lyon aussi, ça fait très très professionnel. Comment tu as fait pour mettre ça en place? Est-ce que tu t'es formée Alors, je me suis pas formée, mais je suis une maniaque du feed Instagram, ce qui fait que j'ai quand même quelques fois archivé tout, recommencé encore dernièrement, jusqu'à trouver le filtre parfait. En fait, je trouve que, par contre, si c'est une question dans le sens conseil, je pourrais dire comme conseil qu'il faut trouver un filtre qui nous convient et essayer de l'utiliser en fait sur toutes les photos pour que l'harmonie elle soit jolie. Moi, ce que j'aime, voilà, c'est que les couleurs, si tu veux, il y a une suite logique dans les couleurs, voilà. Après. J'essaie d'utiliser surtout le même filtre tout le temps pour que tout aille ensemble. Mais toi, je vois que t'es un peu comme ça aussi. Enfin, t'aimes bien que les choses soient très carrées.
Mais après, toi, c'est super marqué parce que tu as des couleurs qui reviennent et c'est vraiment super beau, je trouve. C'est vraiment très, très bien fait. Donc, je voulais te poser la question. Et donc, tu utilises les filtres sur quelle application pour donner des conseils? Alors, j'utilise Lightroom et après, je vais voir sur Etsy. Etsy, il y a une multitude de filtres. Bon, alors, j'en ai acheté quelques-uns avant de trouver le bon parce que il faut être méfiant si tu veux parce qu'on va te montrer un exemple, tu vas dire waouh, c'est super joli, puis après avec la lumière chez toi et les produits que tu vas prendre en photo, ça rend pas forcément pareil. Mais sur Etsy, il y a énormément de filtres Lightroom et une fois que tu as trouvé ton filtre, je trouve que ça peut être magnifique. Moi, je me régale. Ah oui, je ne savais pas du tout qu'ils vendaient des filtres. Moi, j'avoue que j'utilise pas trop de filtres. En fait, je retouche chaque photo, bon, après de manière à ce que ça soit cohérent, mais je trouve ça difficile d'utiliser un filtre parce que en fonction de si c'est pris le soir, la lumière, tout ça, du coup, ça rend différemment. Donc, c'est assez dur aussi. C'est pas juste un filtre, on l'applique et puis c'est terminé, quoi. Donc, Alors là, sur Lightroom, oui. Alors, pour ma part, c'est facile parce que si tu veux, je réfléchis en amont. Je me dis telle photo, après, je ferai sans doute cette photo, puis après, sans doute celle-ci. Et comme tu le disais, j'ai quasiment toujours les mêmes couleurs. On est sur du moutarde, sur du terracotta, sur du beige. Donc, j'ai trouvé un filtre, si tu veux, qui allait avec cette teinte-là que j'utilise. Et en fait, je le copie sur une photo et après, je le copie de la photo sur laquelle je l'ai copié pour le copier sur les autres photos. Et en fait, ça apporte la même luminosité, la même retouche. Bon, super conseil du coup de trouver ces filtres sur Etsy. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur du coup tes vide dressing, tes événements? Oui. Donc là, tu te dis je vais organiser ça. Comment tu fais pour l'organiser concrètement en fait, pour trouver des prestataires, tu vois, la mise en place. Quand on a un projet comme ça, une super idée, comment on fait pour la mettre en place? Alors moi, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout organisé et je l'assume complètement. Quand j'ai un projet, je fonce. Je note rien, j'y vais en fait avec ce que j'ai dans la tête. Alors moi, les seuls prestataires dont j'ai besoin en général, ça va être les lieux. Donc soit j'explique au lieu que je vais lui apporter de la visibilité, donc je négocie si tu veux le tarif de la location du lieu. Le but est que j'entre de l'argent quand même. Donc j'essaie de négocier, on va dire, à ce que le lieu ne me coûte pas non plus très cher. Là, j'avais trouvé un lieu où le vide dressing pouvait être récurrent tous les mois, donc depuis septembre jusqu'à décembre. Comme je te le dis, pour le moment, ils sont en stand-by. Là, j'ai annulé décembre et je pense novembre et je pense annuler décembre aussi. Donc, m'est venue l'idée de plus faire un e-shop pour revendre de la seconde main. Au cas où on soit reconfiné, au cas où la situation ne s'arrange pas, il faut toujours rebondir. Donc, je me suis dit, si ça peut pas se faire en physique, autant le faire en ligne. Mais... Oui, parce que justement, je voulais te poser la question. Donc, tu as créé The Kids Collect. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Bien sûr. Je me suis rendu compte avec Louis, donc mon fils, que les vêtements enfants, ça coûtait très cher et qu'il les mettait peu de temps finalement. Et je me suis dit, il y a peut-être des parents qui aimeraient habiller leurs enfants avec de jolies marques, etc., mais qui n'ont pas forcément le budget qui suivent. Donc toujours dans une démarche de seconde main à la fois écologique, économique, je me suis dit, eh bien, je vais créer. En fait, au départ, c'était des collectes de vêtements où je voulais, si tu veux, faire des pop-up éphémère dans le local en fait dans lequel je fais mes vide dressing en présentant les vêtements, accessoires et objets de puériculture enfant et les vendre à la place des filles. Et vu la situation, je me suis dépêchée, je suis en train de créer un e-shop où dessus sera à la vente en fait des vêtements, accessoires et objets de puériculture enfant que j'enverrai moi, le stock est chez moi et en fait je fais toutes les petites photos et je vends en ligne les produits enfants. Comment tu les as trouvés, les vêtements? Alors, les vêtements, c'est des mamans. En fait, je fais les collectes par le biais de photos pour éviter de se rencontrer au minimum. On fixe les prix ensemble avec la maman. Et après, elle me les dépose à la maison. Je fais toutes mes photos. Je me suis organisé un petit espace pour la prise de photos. Et puis, je mets en ligne les pièces. Voilà. Alors, donc là, c'est donc tous les projets. Est-ce qu'on peut parler du basculement parce que maintenant, tu fais ça full-time. Ouais. Comment tu es passé donc de agent immobilier à tout ce que tu fais maintenant? C'est difficile à décrire. Voilà. Donc, comment tu as eu le déclic de te lancer full-time? Parce que tu nous disais que c'était avec la naissance de ton fils, que tu peux nous en parler un peu plus? Bien sûr. Alors, durant ma grossesse, j'ai clairement été oubliée par mon entreprise. Voilà, on va être honnête. Mise au placard, quoi. Ouais, j'ai même été, je pense, et je le saurai bientôt, je pense avoir été presque remplacée, si tu veux, pendant mon absence. J'ai été un petit peu déçue parce que j'ai eu très peu de nouvelles de mes collègues de travail. C'est comme si je n'existais plus, en fait. Et puis le confinement, mois de mars, tu sais, tu réfléchis, tu te poses un peu des questions. Puis avec mon compagnon, au départ, on devait mettre Louis chez une nounou, là, il y a 15 jours. Si tu veux, je devais reprendre il y a 15 jours. Et on s'est dit, avec
l'avancée de la grossesse, l'avancée des événements, puis ce qui se passait dans la société. Bon, j'avais plus envie, si tu veux, de reprendre à l'agence. Plus envie de reprendre à l'agence, surtout quand tu vois le prix du nounou, et puis surtout parce que j'avais envie de profiter de mon fils. Et je me suis dit, développe au maximum ton réseau Les Filles de Lyon, parce que si tu veux que ce soit The Kids Collect ou Les Filles de Lyon, ça part du même réseau. C'est juste que j'ai scindé la partie femme et la partie enfant pour que ce soit plus clair, mais c'est la même chose, hein, c'est moi qui le gère. Et en fait, écoute, j'ai pris le taureau par les cornes, je me suis dit, j'ai pas envie de retourner à l'agence, donc je n'ai pas démissionné, j'ai négocié une rupture conventionnelle pour pouvoir quand même assurer mes arrières, obtenir le chômage, mais en parallèle développer mon projet. Il était hors de question de démissionner avec un enfant et puis démissionner dans le vide et puis je fais quoi en fait? Non. Oui, c'était exactement ma question. Et ça t'a pas fait peur de sauter le pas et de perdre ta stabilité alors que justement tu viens d'avoir un enfant et tu peux te dire il me faut une situation hyper stable, il me faut beaucoup d'argent, tu vois. On a pris cette décision à deux parce qu'on pouvait se le permettre, entre guillemets, et parce qu'il y avait le chômage aussi. Donc je pense qu'avant de prendre ce genre de décision, déjà il faut être deux, à mon sens, et que la deuxième personne puisse assurer alors quand je dis le train de vie, c'est au moins les charges fixes telles qu'un loyer ou un crédit, les courses, voilà. Sinon je n'aurais pas pris, je pense, cette décision. Et le chômage aide aussi, puisque du coup... Là, je vais aller donc dans une quinzaine de jours. Je vais être tout à fait honnête avec eux en leur expliquant mon projet. Et je suis sûre qu'ils pourront m'aider, mais j'aurais pas démissionné, ça c'est clair. J'aurais pas donné cette chance à mon. Donc avec une rupture conventionnelle, tu touches le chômage pendant combien de temps? Pendant 2 ans. 2 ans. Ouais. Alors, c'est très bien parce que si tu veux, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pas toucher mon chiffre que je vais me générer de par mon activité. Je vais toucher mon chômage, point barre. Et le chiffre que je vais générer avec mes activités, je vais le mettre de côté. En fait, pour dans 2 ans, voir, ça se trouve si j'ai besoin d'investir ou autre. Je ne peux pas toucher les deux, par contre. Je sais pas vous, en Angleterre, comment ça fonctionne, mais nous, on a 2 options. C'est soit ils nous versent une très grosse partie de notre chômage, et auquel cas on peut toucher notre chiffre, soit on touche notre chômage entièrement tous les mois, mais on ne touche pas le chiffre que l'on génère avec notre activité. Ah d'accord, c'est une bonne précision, parce que j'avais aucune idée de ça, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'invités qui parlent des ruptures conventionnelles et du chômage, donc c'est bon à savoir. Ouais. Et donc, tu avais travaillé combien de temps en tant qu'agent immobilier? Alors, en tout, 5 ans et 3 ans dans cette agence. Voilà. Et je sors des effectifs mi-novembre, là. Voilà. Et est-ce que tu penses que sans la naissance de ton enfant, t'aurais sauté le pas? Je pense pas. Je pense pas parce que la vie avec un enfant est clairement différente de si j'avais été en couple. Peut-être que je serais toujours dans l'agence, peut-être pas, j'en sais rien, mais je pense pas. Aujourd'hui, c'est vraiment mon fils qui a été ma motivation pour passer le cap et puis pour partir. Parce que aujourd'hui, ma plus grande chance, c'est de le voir grandir tous les jours à la maison. Et ce métier que j'ai choisi d'exercer me permet d'être chez moi. Et c'est un luxe que, toi, tous les jours, je me remercie d'avoir fait ce choix et de pouvoir être avec lui et de le voir grandir. Mais s'il n'avait pas été là, je pense pas que j'aurais sauté le pas, non. Je serais restée... Est-ce que tu penses que si tu avais eu moins de difficultés à l'avoir, tu t'aurais pris une décision différente? Je pense aussi. Ouais. Je pense qu'en fait, ce qui a fait que la décision elle est telle qu'elle est aujourd'hui, c'est de un, les difficultés rencontrées pour l'avoir, c'est 2 ans pour l'avoir. Aujourd'hui, avec mon conjoint, on s'est dit, on a envie d'en profiter, quoi. Merde, on l'a attendu 2 ans, autant, tu vois, voilà. Et je pense que voilà, les choses n'arrivent pas par hasard dans la vie, les décisions, on les prend pas par hasard non plus. Et tu vois, si tout est arrivé en même temps comme ça, c'est pas pour rien. Voilà. Et d'ailleurs, je voulais te poser la question, ça n'a rien à voir avec la reconversion, mais quand on met autant de temps à avoir un enfant, qu'on a autant attendu, est-ce que c'est pas difficile après, tu sais, quand on espère quelque chose à avoir, est-ce qu'après il n'y a pas un contre-coup ou tu t'acceptes pas, par exemple, d'avoir le baby blues, t'acceptes pas des fois de trouver difficile? Comment tu vis ça? J'ai été choquée à la naissance, ça paraît j'en ai pas beaucoup parlé parce que voilà, je l'ai un peu gardé pour moi, mais en fait j'étais choquée qu'il soit là les premiers jours et limite. Je regrettais ma grossesse parce que ça y est, c'était fini. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je sais. J'ai des copines un peu qui m'en ont parlé de ça parce que ça fait un manque en fait. Ouais. Tu sais, le syndrome, on appelle ça le syndrome du ventre vide. Je me suis dit, ça y est, tout est derrière nous. Tu vois, quand je me vois l'année dernière à cette époque, je venais de faire une fausse couche, par exemple, le 25 octobre. Tu vois, donc c'est à quelques jours. Non, on est le combien? On est le 27 aujourd'hui. Donc tu vois, je me dis, ça y est, l'année dernière on en était là et aujourd'hui, il est là. Tu vois, ça fait drôle. C'est dur à réaliser, ouais. C'est dur à réaliser, mais c'est un très grand bonheur aujourd'hui. Et je te dis, si je suis si motivée et que je fonce dans le tas, entre guillemets, c'est grâce à lui aujourd'hui. J'ai envie d'y aller, quoi. Et je me pose pas de questions. Je me dis qu'au pire, je me plante, et c'est pas grave. Je rebondirai sur autre chose. Et moi, je suis plutôt, tu vois, comme ça, d'y aller. Et puis, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, je ferai autre chose.
Est-ce que tu as des conseils en termes d'organisation pour concilier le développement de ta carrière pro et de ta vie de maman? Parce que tu aurais pu aussi faire le choix de complètement oublier ta carrière pro. Tu avais tellement attendu de l'avoir, ou là de dire bon j'ai le chômage et je passe 2 ans avec lui sans rien faire d'autre. Alors déjà, quand tu deviens maman, tu ne peux pas te fixer de rythme. Je dirais, tu vois, aujourd'hui, on commence à avoir un rythme. Mais depuis sa naissance, donc le 8 août à aujourd'hui, je travaille quand je peux. Après, on a réussi à organiser cet enregistrement en avance. Donc, oui. Franchement, j'étais super impressionnée parce que souvent, les jeunes mamans, c'est je t'appelle quand je peux. Non, il dort là, il est avec son... Tu es organisée quand même. Mais tu ne peux pas avoir de rythme. En fait, il faut apprendre à lâcher du lest, même pour la maison. Enfin, tu me dis boulot et enfant. En fait, tu as la maison, le boulot et l'enfant. T'as pas de rythme. Tu fais par priorité et t'avances. Et je me mets aucune pression. Je me dis, écoute, j'ai pas eu le temps de faire ça aujourd'hui, c'est pas grave, je le ferai demain. Tu ne peux pas avoir de réelle organisation parce que mon fils, il passera avant tout. Tu vois, enfin, surtout à son âge, il n'a que 2 mois et demi aujourd'hui. Je l'allaite en plus, donc si tu veux, on a un rythme qui est assez intense. Il est trop petit, je pense, pour avoir un rythme. Par contre, je pense que dans 2-3 mois, il aura un rythme de sieste bien précis, un rythme où il pourra jouer tout seul. Là, j'arriverai je me fais beaucoup de to-do list, si ça peut aider, hein, voilà, où je me barre chaque jour, chaque chose qui est faite, mais je n'ai pas encore de rythme, non. Comment tu trouves aussi ton énergie et ta motivation pour tout faire? C'est lui. Ça te pousse, en fait, il te pousse à te dépasser. C'est ça, il me pousse à me dépasser. Et puis, que ce soit pour Insta, donc à titre perso sur mon compte ou via les filles de Lyon, ce qui me pousse à continuer, c'est, je pense que toi, c'est pareil de ton côté, quand tu vois que ce que tu fais, ça plaît et que tu as des retours positifs, que ce soit un petit commentaire gentil, que ce soit un petit message, en fait, tu as envie de continuer de faire de jolies choses. Et oui, tout à fait. Et c'est ça, moi, qui va me booster aussi, qui va me booster. C'est le côté humain, je pense, oui. de dire que c'est un sens ce que tu fais, que ça peut aider d'autres gens, que aussi de partager avec des gens qui sont comme toi. Tout ça, c'est vrai que c'est hyper stimulant. Non, puis on dirait pas comme ça, mais c'est vrai que quand on fait une photo, là je parle à titre perso pour Instagram, ça prend du temps quand même, enfin d'imaginer tel objet à telle place, la lumière, parfois t'as le mauvais temps, tu peux pas faire ta photo, enfin tu vois, il y a tout un tas de facteurs. Voilà. Et je trouve que c'est sympa d'être remercié par les personnes qui nous suivent, de dire la photo elle est jolie ou ça me plaît. Et moi c'est ça qui va me booster, de me dire tiens demain je ferai mieux ou je ferai encore, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça te pousse à avoir plein d'idées. Ouais, ça pousse à la créativité, je trouve. Ouais. Si tu pouvais revenir en arrière, quel conseil tu te donnerais? Je referais pareil parce que je pars du principe que chaque expérience est bonne à prendre, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et surtout qu'on apprend de ses erreurs. Donc je referais pareil. Je regrette rien. Tu vois, mon bac, je l'ai toujours pas aujourd'hui, et c'est pas pour autant que mes projets n'avancent pas, parce que comme on disait tout à l'heure, il y a quand même encore aujourd'hui, je trouve une certaine pression par rapport aux études, où on nous dit beaucoup, t'as pas fait d'études, tu n'y arriveras pas. On peut être aussi autodidacte et se débrouiller de ses mains et y arriver. Donc moi, je regrette rien du tout. Aujourd'hui, je fais ce que j'aime et je ferai le maximum pour continuer de faire ce que j'aime. Donc non, je regrette rien. Il faut y aller dans la vie, il faut foncer. Et au pire, comme je disais tout à l'heure, on se plante, pas grave. Est-ce que tu as un conseil, parce que finalement, tu vois la pression que tu peux ressentir quand tu n'as pas fait d'études, c'est un peu la même pression. Par exemple, voilà, tu connais rien à la mode, mais tu veux devenir créatrice de mode. Tu vois, c'est toutes ces pressions de, en fait, tu n'as pas fait ce qu'il faut ou tu ne sais pas ce qu'il faut, mais tu as envie de le faire. Est-ce que tu as un conseil pour arriver à dépasser ça? Déjà, il faut arrêter de se comparer. Le français se compare beaucoup, que ce soit dans t'as 30 ans, t'as pas d'enfant, t'as 30 ans, t'es pas marié. Tu vois, il faut arrêter en fait ces classes de dire t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Il faut arrêter de se comparer et faire ce qu'on veut en fait. Enfin, le conseil que j'ai à donner à quelqu'un, c'est de faire comme il l'entend et il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Non, il faut faire ce qu'on veut. Voilà, moi je suis assez... Il faut arrêter de se comparer, je pense, c'est plutôt ça. Ouais, c'est un bon message. Et c'est vrai que à titre perso, même je m'en retrouve là-dedans parce que moi, mon rêve, c'était d'être entrepreneur depuis toujours. Ouais. C'était girl boss, quoi. Et en fait, mais moi, je viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs. Tout le monde est salarié classique, avec des métiers très très stables, tu vois, en banque, fonctionnaire. Et en fait, du coup, je m'étais dit, je ferais avocate parce qu'elle travaille avec les entrepreneurs, quoi. Parce que je me disais, je ne peux pas être entrepreneur. Dans ma famille, on n'est pas entrepreneur, ce n'est pas possible. Tu vois, c'est un peu le même type de pression. Et en fait, je trouve ça complètement bête. Et je pense que c'est vraiment le truc le plus important à dépasser, de se dire que
qu'en fait, il faut des prérequis parce qu'en fait, je pense qu'il n'en faut pas. Oui. Et que tout peut s'apprendre en se formant, Tout à fait. en écoutant ce podcast, en parlant avec les bonnes personnes. Ça permet parce que toi, c'est vraiment, t'as un parcours incroyable. Tu vois, tu te dis, finalement, avoir ton bac, oui, mais pourquoi? Tu vois, il y a peu de gens qui en sont là où tu en es, qui ont les idées, qui arrivent à organiser. Donc, franchement, c'est un super message que tu nous délivres. Et puis moi, je me renseigne beaucoup sur Internet, tu viens de le dire, que ce soit par le biais de podcasts justement, même sur Internet, c'est une mine d'or. Et puis dans la vie, on ne sait pas tout, on apprend toujours de toute façon. Et tu vois, je le vois là pour que ce soit mon e-shop ou mes activités, vu que c'est pas mon domaine de prédilection, je mets un peu plus de temps à le faire qu'une personne qui aurait été dans le domaine mettrait. Mais j'apprends, donc je suis contente, tu vois, j'apprends de nouvelles choses, de nouveaux termes, de nouvelles techniques, et faut y aller dans la vie. Et puis au pire, comme je te disais tout à l'heure, si on se plante, c'est pas grave. Oui, et puis aussi, je pense que le message à faire passer, c'est que un projet, ça met du temps en fait à se construire. Oui. Et du coup, c'est pas très grave si au début on fait pas parfaitement, parce que finalement, il y a peu de gens qui vont le voir. C'est ça. Tu vois, comme ça grandit, et en fait, au fur et à mesure, tu progresses, tu fais mieux, et c'est à ce moment-là que les gens vont commencer à vraiment arriver et à voir. Donc, il faut se lancer. Et du coup, ça me fait penser à ma formation pour créer le e-shop. Je sais pas si tu as vu, parce que justement, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de facile à faire, parce que de clé en main, en fait. Ouais, voilà, c'est difficile de trouver. On se dit, créer un e-shop, c'est compliqué. Il faut connaître l'informatique. Enfin, c'est plein de blocages comme ça, alors que non, c'est accessible. Est-ce que tu peux nous parler, pour terminer, de tes projets pour l'avenir, où tu te vois Alors, pour l'avenir, donc pour le moment, je me consacre là sur la mise en place du e-shop enfant, pour toujours en lien avec le Covid, où mes projets d'événementiel, vraiment de rencontres, sont un petit peu bloqués. Et à moyen terme, j'aimerais revenir à la source, à savoir avoir mon magasin, mais plus, on va dire, en dépôt-vente, tu vois, où je ferai moi les sélections de vêtements, que ce soit enfant ou femme. J'adore les vide dressing, j'adore rencontrer les exposantes, j'adore, mais j'ai envie de faire moi les sélections de vêtements, que ce soit enfant ou femme. Donc ça, c'est un projet qui verra le jour, mais pas de suite. J'y vais doucement, tranquillement. Pour le moment, on va commencer en ligne. Et puis, si mon projet fonctionne suffisamment, eh bien, pourquoi pas avoir un petit local. Je serai très fière d'y mettre mon nom dessus et puis d'y développer mes activités à l'intérieur. Mais pour le moment, ce sera en ligne. Voilà. Donc là, l'idée, c'est plus de se reconcentrer sur The Kids Collect, finalement, et d'avoir les filles de Lyon plus comme pour attirer des clients, enfin comme. Voilà. D'accord. Alors, la dernière question pour terminer. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? C'est quand on se sent le plus épanoui. Tu vois, moi aujourd'hui, je me sens très épanouie dans ce que j'entreprends et j'estime que du coup c'est réussi. Et j'ai envie de me dépasser, d'aller au plus loin. Et c'est quand on est plein d'idées, qu'on a envie d'y aller. Et pour moi, c'est réussi. Voilà. C'est vrai que ça se voit en fait que tu es heureuse, tu débordes d'énergie. Alors, en dernière question pour terminer, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur tes réseaux? Alors, on peut me retrouver sur le compte Instagram Bonjour Marie avec 2 O à bonjour, et sur le compte Instagram Agence Les Filles de Lyon, à savoir que si vous allez sur l'un ou sur l'autre, vous retrouverez en fait mes différents comptes. Voilà. Bon, je mettrai tous les détails. En tout cas, un grand merci, Marie. Merci à toi. C'est une belle leçon de vie, justement, qui finalement, il faut se lancer, qu'on n'a pas besoin d'avoir fait des études. Et franchement, je suis admirative de ton parcours. Merci. Merci beaucoup, Marie. Merci, à bientôt. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Aussi, si vous souhaitez retrouver ma formation pour créer votre boutique en ligne, rendez-vous sur www.clairvirose.podia.com. Si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, n'hésitez pas à le faire sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à le partager sur les réseaux sociaux. C'est ce qui permet de donner le plus de visibilité à ce podcast et d'aider un plus grand nombre.